Ah, bah ça c'est moi. Je m'appelle Vincent de Dienne. J'ai 36 ans. J'aimerais vous dire que j'ai moins, mais c'est marqué sur internet. Je suis comédien. Ça se voit pas, mais je suis ceinture marron de judo. Mais bon, c'est pas un documentaire sur le judo, donc... Je suis gay. Enfin, je suis homosexuel, quoi. Voilà, et en français, c'est vrai qu'on a pas mal de mots pour le dire. Il y a PD, bien sûr, hein, qu'on peut écrire PD ou P-E-D-E, ça c'est vraiment comme on veut. Il y a tarlouse, il y a tapette. Il y a tapiole, que j'aime bien, moi, mais bon, ça fait un moment que je l'ai pas entendu. Bonjour. Et puis, bien sûr, il y a pédale. Oh là là, alors ça aussi c'est moi. J'ai 12 ans là et je fais mes premiers pas sur scène. Non mais c'est grave parce que maintenant quand tu dis le mot balance à une fille, elle répond plus. Et ben vous voyez par exemple là je suis pas encore tout à fait au courant que je suis homosexuel. Mais elle répond. Pourtant autour de moi tout le monde s'en doutait déjà. Mon histoire elle ressemble à celle de beaucoup d'autres. C'est celle de Sylvain, d'Arwen, de Gabriel, de Bernard. C'est celle d'Angèle aussi. J'ai l'autre jour ouvert mon journal intime et j'ai vu que j'avais écrit en énorme « Lesbienne Paradise ». Je vais vous raconter les différentes étapes par lesquelles on passe. De l'enfance. C'est devenu le jeu de toute l'école, c'est Marteau le PD. À l'âge adulte. Au moins quand t'es noir, t'as pas à l'annoncer à ta mère. Comment on le découvre? Comment on le camoufle? Pour que personne ne se doute de quoi que ce soit, je vais me trouver une fille, la plus jolie même. Et comme ça, ce sera ma couverture ultime en quelque sorte. Comment on l'accepte? C'était une énorme page vierge et on était un peu en train d'inventer le monde et c'était assez grisant. Et puis comment ça nous épanouit aussi. Qu'est-ce que vous regardez en premier chez un homme? Sa femme. J'étais très fier d'avoir trouvé ça, ça m'éclatait complètement. J'ai dit ça y est, j'ai dit les choses. J'invente plus rien, je me présente au monde comme je suis et je suis moi, je suis qui j'ai envie d'être. Mais je vais vous raconter aussi cet héritage parfois lourd. Steven est malade. Oh non. Celui de la culture populaire. La biscotte de l'homme, voilà, avec tous les doigts dessus. Des luttes. Et de l'homophobie. Comment est-ce que vous vous représentez un homosexuel? Un déchet de la nature. Et les Gwyn. Hein? Paraît-il que dans ma maison, il y en a. Ah oui, ça c'est sûr, madame. Des homos en France, il y en a. Je m'appelle Sylvain, j'ai 17 ans et je vis sur Vic. C'est un petit village près de Valenciennes dans le nord de la France. Mon père travaille à l'usine et ma mère, elle est assistante maternelle. Coucou mon cœur. Sylvain, puis dire Isette un moment. Sylvain, Michael, je te baptise au nom du Père et du Fils. J'ai toujours eu l'impression d'être pas pareil que les autres. Bonjour petit lapin. Moi j'adore chanter, nager, danser. Sylvain, regarde. Elle fait pas le clown, hein, Je pense que je suis... C'est même pas je pense, je suis sûr que c'était en moi et je suis pas devenu par hasard homosexuel parce que je l'avais envie. Oui, c'est sûr que c'est rarement une décision. L'orientation sexuelle, c'est quelque chose que l'on sent grandir en nous depuis l'enfance. Mais la prise de conscience est progressive. Elle se fait par étapes. La première fois que j'ai entendu parler réellement des homosexuels, c'était à la télé, au moment du mariage pour tous.
Consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Vincent Jean-Claude André Jacques? Oui. Un consentement historique. En 2013, avec les débats autour du mariage pour tous, l'homosexualité entre dans tous les foyers français, même de ceux qui ne s'y attendent pas. Moi, à ce moment-là, j'ai 8 ans. Je doute de ma sexualité. Et mon père change directement de chaîne. Je me rappelle qu'il est contre ça, qu'il n'aime pas, qu'il ne veut pas, qu'il ne comprend pas pourquoi ça a été accepté, qu'il refuse d'entendre tout ça. Et directement, j'oublie l'idée d'aimer les garçons. Et je me dis, non, en fait, c'est non. Au moment du débat sur le mariage pour tous, moi j'avais 10 ans. Ça a fait un gros débat à table. C'était la première fois que j'entendais ma famille parler d'homosexualité. Je les avais jamais entendus évoquer le sujet avant. Et le débat s'est conclu en fait sur mon père qui, une fois que tout le monde s'était calmé, avait dit bon, je touche du bois, mais voilà, j'espère vraiment qu'un de mes enfants ne deviendra pas homosexuel parce que je pense que je le vivrai mal. Dans mon entourage, on parlait très peu des personnes lesbiennes ou gays. Je me souviens par exemple en 2013 ou 2014, il y avait le mariage pour tous qui était en train de passer. Donc je crois que c'est à ce moment-là que j'ai entendu pour la première fois des réflexions dans ma famille qui laissaient sous-entendre que c'était mal vu, que c'était pas bien. Enfin, ce qui fait qu'à chaque fois que j'en ai entendu parler, c'était pas de manière positive. Les plus jeunes d'entre nous découvrent alors que le sujet est sensible, pour ne pas dire tabou. Moi, j'appartiens aussi à une génération où on ne disait rien. Dans les années 70, beaucoup de gens se cachaient, au fond. L'homosexualité a toujours été là, mais c'était plus ou moins planqué, et encore plus à la télévision. Personne allait annoncer la couleur « Bonjour, je suis homo ». Non. La toute première émission consacrée à l'homosexualité date de 1973. Le programme s'appelle « Médical ». Rien que ça. Notre émission de ce soir est consacrée à l'homosexualité. Nous avons conduit une enquête auprès de spécialistes, comme vous allez le voir, de médecins, et aussi auprès de ceux qui vivent difficilement souvent ce problème. Ce problème, comme dit le monsieur là, est alors considéré en France comme une maladie. Et elle est au cœur des préoccupations du corps médical et psychiatrique. Y a-t-il un rapport entre la physiologie et l'homosexualité? Disons physiologie ou physiopathologie. Oui, eh bien, il y a évidemment beaucoup d'éléments sur lesquels on se base. Il y a d'abord l'aspect des organes génitaux externes. Il y a la musculature, il y a la répartition graisseuse. Il y a le système pileux, le caractère de la voix, etc. Je base mon étude sur 83 cas. La moyenne des mesures de ces homosexuels est absolument superposable à celui de l'homme normal. Il y a la musculature, il y a la répartition graisseuse. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Il y a le système pileux, le caractère de la voix, etc. Waouh. En fait, c'était il n'y a pas si longtemps, quoi. Mais en fait, moi, c'était vraiment en discutant avec ma grand-mère qui ne comprenait pas. Et je le voyais dans ses yeux qu'avec tous ses efforts, ça ne rentrait pas dans sa tête. C'est comme si je lui disais quelque chose de vraiment obscène, quoi. L'homosexualité, pour ma grand-mère, c'était vraiment quelque chose de inacceptable. Eh oui, inacceptable. Comme beaucoup de parents, la mère de Sylvain aussi a eu du mal. Tiens, vas-y. Toi, tu te souviens que tu te déguisais en fille? Yes. Mon Dieu. T'as dû chercher mes chaussures, Ah oui. mes bottes. Et les Barbies aussi que j'allais chercher tonton. Mes deux Barbies, oui. Mon Dieu. Tu t'en doutais? Quand t'étais tout petit, non. Non, parce que bon, ça se voit pas sur la tête d'un enfant, ça se voit pas tout de suite. Mais oui, je voyais ce que tu faisais, bon, tu t'amusais. Pour moi, c'était s'amuser, faire le petit clown, voilà quoi. Pour moi, c'était ça. Il y en a qui me disaient, ah bah, on a vu certaines petites choses, une manie, ou une façon de parler, ou une façon de se placer, ou
Voilà, moi je le voyais pas. Enfin, après, c'est parce que je suis ta maman. C'est vrai que dès l'enfance, on ressent quelques signaux. On a des indices, mais on ne les comprend pas. On se sent différent. C'est vrai que quand je regarde dans le rétroviseur, j'ai plutôt toujours été entouré de filles dès le primaire, avec une petite bande, effectivement, dans laquelle j'étais le seul garçon, où effectivement on jouait plus à discuter, avec des jeux calmes, et pas à se mêler de la bagarre généralisée qu'il pouvait y avoir dans la cour. Moi aussi, je me sentais en décalage parce que j'ai très vite adoré le foot. Donc je voulais intégrer les clubs de foot de mon village, mais avec des garçons qui jouaient. Donc j'ai fait du forcing toute mon enfance quand j'avais 6-7 ans pour pouvoir faire du foot. Et j'ai enfin réussi à intégrer à un moment donné l'équipe de foot. J'aimais aussi beaucoup la moto. Je sais, c'est très cliché là tout ce que je suis en train de raconter, mais je faisais venir mes copines à la maison pour mon anniversaire par exemple. Je les faisais monter une par une derrière moi et on faisait le tour du pâté de maison en mobilette. Alors, Arwen a commencé le modern jazz aujourd'hui. Et voilà, on a acheté la tenue et elle danse. Il y a eu quelques petits signes. Je voyais autour de moi que les petites filles, elles se comportaient pas comme moi. J'aimais par exemple énormément le bleu. Et dès que j'ai pu m'habiller par moi-même, j'ai arrêté de mettre des robes directement. Je m'attachais les cheveux en queue de cheval. Je voulais avoir des amis garçons. Eux, ils voulaient pas forcément être amis avec moi, donc ça me faisait mal. Et on disait que j'étais garçon manqué, que j'étais différente des autres, alors que moi je faisais tout pour être pareille que les autres. Alors je fais une petite introduction. Alors moi je sais vraiment pas expliquer pourquoi et je sais pas ce que ça révèle. Mais moi j'étais fan de la petite sirène, mais je fantasmais sur elle quoi. J'étais super amoureuse d'elle. Dans les Disney, c'était vraiment ma préférée et le prince m'intéressait pas du tout. D'ailleurs, j'avais pas besoin d'aller jusqu'à la fin du film. Moi, je voulais voir Ariel et tout ça. Je voulais pas du tout que le prince arrive. Ah bon, moi, il m'intéressait vachement, le prince. Bref. Salut. Salut. Sa différence, Sylvain se rend vite compte qu'elle pose problème à son entourage. Qu'il y a souvent comme un malaise. Quand j'avais 4 ans, j'avais une princesse préférée, qui est toujours ma princesse préférée, c'est Blanche-Neige. Doucement, Sylvain. Parce que les choses qui cassent. Sylvain. J'ai demandé la maison de Blanche-Neige pour Noël et ma mère a dit directement oui. Qu'est-ce que c'est? C'est la maison. Wow. Mon père un peu... non, pas du tout. Il était pas du tout d'accord. Donne à papa. Donne à papa. C'est vrai? Ça avait créé comme une polémique dans la famille. Ma grand-mère disait à mon père que c'était vraiment pas normal de me laisser avec ça et qu'il fallait à tout prix m'enlever cette Barbie de mes mains. C'est vrai que ça le faisait pas trop d'avoir un fils qui jouait à la Barbie. Moi, j'ai jamais eu d'attirance envers les jeux dits féminins. Le football, c'était toute ma vie dès petit. J'étais pas trop mauvais à la bagarre. Dans un quartier, c'est utile. Mais je crois en CP, CE1, puis mon regard s'attardait un peu sur les mollets des garçons. Et je pense que dès cet âge-là, j'ai compris que ça allait être compliqué. Parce que j'entendais que les homos étaient des gens malades psychologiquement. Et donc, du coup, même à cet âge-là, je le disais pas. Je savais qu'il fallait le taire. Dès ce moment-là, en fait. En France, c'est difficile à croire, mais l'homosexualité est considérée comme une pathologie psychiatrique, jusqu'en 1992. Bonsoir. L'homosexualité est-elle une tare, un fléau social, une maladie, un particularisme ou, comme certains le prétendent, plus simplement un état de grâce? En 1977, l'écrivain et critique Jean-Louis Bory se retrouve comme une bête de foire face au neuropsychiatre Henri Amoroso, devant un public hilar.
je m'excuse, mais afin d'entrer dans le débat, je voudrais savoir si je dois l'appeler monsieur ou madame. Oh, c'est amusant. Comme c'est amusant, mais c'est important. Jean-Louis Bory est l'un des premiers à parler ouvertement et à visage découvert de son homosexualité sur un plateau de télévision. C'est contagieux, ça, docteur? Quoi donc? L'homosexualité? Oui. L'homosexualité? Oui, non, puisque... Qu'est-ce qui vous fait poser cette question, M. Bouvard? Dites-moi. Eh bien... Vous avez un cas personnel? Non, mais... Vous vous savez... Alors là, la contagion, elle serait depuis longtemps établie, mais je dois vous dire que vous faites une description de plus en plus médicale. Médicale, elle est médicale. Mais je refuse, docteur Amoroso, je refuse que l'homosexualité soit une maladie, ce n'est pas une maladie. Pas une maladie, encore une fois. Bon, très bien. C'est quelquefois une maladie, dans votre cas en particulier, ah bon? Et dans d'autres cas. Mais oui, je n'y peux rien. Ma mère, elle disait des homosexuels, ces gens qui ont les hormones à l'envers. Je ne sais pas ce que veut dire une phrase pareille, mais avoir les hormones à l'envers, c'est donc être biologiquement mal conformé. Mais je peux venir sur ce plateau et dire en effet que je veux vivre ma sexualité librement. Mais il y a des tas de gens qui, à cause de gens comme vous, crèvent dans les provinces. Et justement, ces gens-là sont malheureux parce que des gens comme vous les traitent de névrosés, de névropathes, les rejettent hors de la société pour justement les enfermer dans le mur d'une névrose. Absolument. Il y a des gens, cher monsieur. Ah oui, moi j'ai entendu des gens de ma famille dire que c'était une maladie. Mais ça, j'ai entendu quelques fois et de la bouche de vieilles personnes, ouais. J'ai entendu plusieurs fois que c'était des personnes malades, que les personnes homosexuelles c'était des tarés, quoi. Enfin. Donc quand par exemple ma famille parlait des personnes gays, c'était souvent lié au langage médical, c'est-à-dire c'est une maladie, telle ou telle personne peuvent en guérir ou en ont guéri. On peut sortir de l'homosexualité, quoi, en gros. La culture populaire a longtemps véhiculé cette croyance homophobe, jusqu'à modifier le texte de certains programmes, comme celui de la série culte Dynasty. Nous sommes en 1981. Un des personnages, Steven, fait son coming out devant sa famille. Voici la version américaine. I'm a homosexual, Dad. I'm gay. And I want you to face it. And say it. Say it. Steven is gay. Somebody say it. Steven is gay. Et voici la traduction française. Je ne suis pas comme vous tous, papa. Il faut me croire. Et accepter la vérité. Allez, dites ce que vous pensez. Allez, dites-le. Steven est malade. Oh non. Ça, c'est la traduction qui est passée, là. Steven est malade. C'est lunaire. Forcément, après, vous avez un parent, et surtout face à son gosse qui lui dit « Papa, j'aime les garçons », forcément, mon fils est malade. Mes parents, mon père notamment, nous a tellement évoqué l'homosexualité comme le diable, qu'effectivement, c'était assimilé à une maladie. Quelque chose de... C'était dégénéré, quoi. Ces gens-là... À l'époque, au début des années 80, l'arrivée brutale d'une nouvelle maladie va profondément aggraver ces discriminations envers les homosexuels. Le sida, qualifié de cancer gay, fera 40 000 morts en France. Je suis la génération du sida, hein. Je m'en suis tiré, j'en suis toujours étonné d'ailleurs de m'en être absolument tiré. Et donc parmi mes amis, ça a été un carnage. J'avais l'impression de perdre un ami tous les 3 mois. Ça a été vraiment très très dur. On a tous perdu des amis. Ça a été l'hécatombe aussi. Moi, j'ai perdu plein de copains, Il n'y avait pas la trithérapie, il n'y avait pas tout ça. Ce nouveau virus apparaît pour beaucoup comme la preuve scientifique que l'homosexualité est un danger.
Je crois que le sidaïque, si vous voulez, j'emploie ce mot-là, celui-là, il faut bien le dire, est contagieux par sa transpiration, ses larmes, sa salive, son contact. C'est un espèce de lépreux, si vous voulez. Et celui-là, je souhaiterais qu'il soit dans un centre, avec un personnel spécialisé, avec des règles d'hygiène strictes. Pour éveiller les consciences, les activistes de l'association ACT UP vont enchaîner les actions militantes, parmi lesquelles ce préservatif géant déroulé sur l'obélisque de la Concorde. Et pour lutter contre la psychose ambiante, l'actrice Clémentine Célarié n'hésite pas à embrasser un séropositif à la télévision. Après tout, on est là pour s'unir, les séropositifs, les pas séropositifs, les homosexuels, les pas homosexuels. Et j'ai envie de faire un truc con, mais j'ai envie d'embrasser le monsieur qui est derrière moi sur la bouche. Voilà, c'est tout. Est-ce que j'ose? Il a de la chance, le monsieur. Et uniquement pour que tout le monde comprenne enfin que je ne suis pas contagieux. Malgré tout, les homosexuels sont à cette époque considérés pour beaucoup comme des pestiférés. Moi, en grandissant, les choses que j'entendais, c'était que c'était un des plus grands mâles sur Terre, que c'était un des signes annonciateurs de la fin du monde. Mais moi, ça m'aidait pas à être mieux dans mes baskets à l'époque. Mais comment être bien dans ses baskets quand, dès l'école primaire, on se sent déjà stigmatisé? Quand j'étais dans la cour de récré, par exemple, avec les garçons de fou, je me sentais pas à ma place. Les gars, faut éliminer les dents. Après, je dois le faire à l'envers. J'étais toujours le dernier à être choisi dans le sport ou dans les salles de classe quand on faisait des jeux. Je me sentais tout le temps de côté. L'école, si on regarde bien, c'est une compétition. Il faut y être le plus fort, le plus doué, le plus populaire ou le plus costaud. C'est un match viril. PD est l'insulte la plus prononcée dans les cours de récréation. Il y avait souvent des personnes qui disaient ouais, les PD ou toutes les insultes qu'on pouvait entendre, c'était pas envers moi, mais envers, je sais pas, dans une phrase ou... Et c'est vrai que là, il y avait mon cœur qui battait à mort. Je devenais tout rouge, je ne savais pas du tout où me mettre. Et je partais directement au fin fond de la cour de récré parce que je voulais pas avoir affaire aux insultes, quoi. Enfin, je voulais éviter tout ça. La première exposition que j'ai eue à l'homosexualité, c'était plus à travers des blagues. Voilà, le gay fait ci, le gay fait ça, oh là là, t'es faible, t'es un PD. Enfin, du coup, je me le suis tout de suite perçu comme quelque chose qui représentait de la faiblesse chez un homme. Le fait d'être gay, avant que ce soit quoi que ce soit d'autre, c'était surtout ça en fait. C'est un homme gay, il est moins bien qu'un mec normal, qu'un mec hétéro. Lesbienne, c'était carrément l'insulte ultime, quoi. Ça, même à l'intérieur, moi, j'ai longtemps eu peur de dire ce mot. Ça a longtemps été synonyme de « c'est la honte ». L'insulte précède toute imagination qu'on peut avoir de sa propre sexualité. Donc, avant même de savoir qu'on est attiré par des filles ou par des garçons, on sait déjà qu'on va se faire insulter. Donc, l'insulte est première, l'injure est première. Si bien que, ensuite, c'est très difficile de se construire à partir de ça, parce qu'on se construit à partir d'un modèle qui est unanimement rejeté. Un PD, c'est deux hommes ensemble. Et les pédales, c'est deux filles ensemble. C'est quoi? Deux femmes ensemble ou deux filles. Qu'est-ce que t'en penses? C'est des cons. Hein? C'est des cons. C'est des cons, pourquoi? Parce que c'est pas bien. Pourquoi c'est pas bien? Je sais pas. C'est pas bien. Bernard est né dans les années 50. Ces insultes, il les entendait déjà à son sujet, dès l'école primaire.
Plus j'avançais en âge, la différence était de plus en plus marquée avec mes petits camarades, mes petits copains. Et quand ils se sont aperçus effectivement que j'étais un peu différent, ils m'ont commencé à me traiter de pédé. Sauf que j'ai dit à mes parents, et tiens, on m'a traité de pédé. Là, mes parents ont réagi, ils disent non, c'est pas possible. Et à un moment donné, mes parents ont pris conscience qu'il fallait prendre le taureau par les cornes. Donc ils en ont parlé aux médecins. Et c'est à partir de ce moment-là que les médecins ont dit mais ça se soigne. Votre enfant, on peut, par différents traitements ou différentes thérapies, le faire devenir, entre guillemets, normal. À cette époque, la société croit encore qu'elle peut remettre les homos sur le droit chemin hétéro avec des thérapies de conversion. Et bien que ce soit une aberration totale, elles seront autorisées en France jusqu'en 2022. Donc mes parents, du coup, se sont engouffrés, je peux le comprendre, dans cette ouverture. Et moi aussi, en plus de ça, j'ai suivi. J'ai dit, je veux devenir normal, je veux pas être ce monstre, je veux devenir comme mes petits camarades, je veux pas être différent d'eux. Au début des années 60, Bernard entame son adolescence. Plusieurs fois par mois, son père le dépose dans un cabinet de thérapeute, espérant ainsi le guérir de ses penchants. Où il y avait 3 ou 4 médecins et qui essayaient de me convertir en me disant « mais tu sais, les petites filles, c'est bien, et ceci et cela ». Et en plus de ça, il y avait les piqûres d'hormones mâles que j'avais toutes les semaines. Dans les années 60 et 70, des médecins n'hésitent pas à prescrire des électrochocs sur la main et les organes génitaux. Certains adultes sont également soumis à l'épreuve de photos suggestives. Une érection et c'est la décharge électrique. Et au bout de 2 ou 3 mois, j'en pouvais plus. J'en pouvais plus. Et mes parents s'en sont rendus compte aussi un peu parce que là, c'était vraiment... je pensais au suicide. J'en pouvais plus. C'était... Il y a 60 ans de ça. C'est toujours vivant. Moi, mes parents m'ont toujours répété plusieurs fois que si un jour j'étais différente, que j'aimais les filles, ou c'était pas du tout un problème. Ils m'ont juste fait grandir dans un monde où c'est normal d'aimer une fille si on est une fille, comme c'est normal d'aimer un garçon si on est un garçon. C'est bien ma poupette. Mais oui. Ah, l'adolescence. La découverte de l'amour, du désir, de la sexualité. Le début des emmerdes. Je m'appelle Arwen, j'ai 16 ans. J'habite dans un petit village en Picardie. J'ai toujours aimé les chevaux, que ça soit pour les monter, pour m'en occuper. Allez. Quand on est à cheval, on oublie le reste autour. Ça fait du bien, ça nous fait un petit cocon. Et donc dès que je vais pas bien ou dès que j'ai besoin de me vider la tête, je vais voir des chevaux ou je vais voir Samba. Et moi je me sens vraiment dans ma bulle avec elle. C'est à l'équitation que je me suis rendu compte pour la première fois qu'il y avait une fille que j'aimais bien. Et que c'était voilà, plus que bien aimer une fille, donc plus que la trouver jolie ou voilà, toutes ces questions que je pouvais me poser. Elle m'encourageait beaucoup quand j'étais à cheval et ça me faisait du bien parce que c'était pas des encouragements amicaux, c'était amoureusement. Et
Quand elle me parlait, je pouvais commencer à sourire toute seule et je m'en rendais pas forcément compte. Tout ce qu'elle pouvait faire, tout ce qu'elle pouvait me dire, ça créait une petite chaleur, en fait. Ça va? Il y avait ces petits papillons clichés là qu'on peut avoir dans le ventre, mais qui sont vraiment là. Et voilà, c'était la première fois que j'aimais une fille, donc pour moi, c'était tout nouveau. On se souvient tous de la première fois où l'on a ressenti du désir. Moi, bizarrement, c'était dans un supermarché, au rayon électroménager. Vers mes 10 ans, un soir, je regarde le clip de Justin Bieber en boucle. Et en fait, j'aimais bien sa musique, sa choré. Et c'est là aussi que je me suis dit, il est beau, je regarde et tout. Et c'est là que je me pose les questions, est-ce que je suis gay ? Dans ma tête, directement, là, c'est galère totale. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive ? Ça m'empêche de dormir, ça m'envahit. C'est ça le mot, ça m'envahit. La première chose qui fait que j'en ai pris conscience, c'est la série The L Word, que j'ai regardée quand j'avais 14 ans. Just in case you were still wondering. Je m'en rends compte en regardant cette série parce que ça me fait plein d'émotions. Enfin, genre, je me reconnais dans les personnages, j'ai envie de vivre ce qu'elles vivent, j'ai envie d'être elles. Je pense que à l'intérieur, c'est youpi, et à l'extérieur, c'est oh là là, merde, en fait. Vers 10 ans, je me souviens de Thierry Lafronde, effectivement, Jean-Claude Drault. Et il me donnait une image qui m'interpellait. Je dis, il se passe quelque chose en moi quand je le vois. Il y a quelque chose de physique, quelque chose que je ne peux pas maîtriser. Toutes mes cellules sont mises en vibration. Qu'est-ce que j'ai pu fantasmer sur ce garçon ? Parfois aussi, ce sont les premiers flirts qui sont les plus révélateurs. On aimerait être comme tout le monde, alors on fait comme tout le monde. Mais on ne réagit pas comme tout le monde. Un pote à moi m'avait expliqué que quand t'embrasses une fille pour la première fois, tu vas voir, t'auras des papillons dans le ventre. Et moi, j'attendais ça avec impatience. Donc je me souviens, on s'est sorti avec une fille. Et on s'est posé, on discutait, on mangeait notre petit McDo. Et puis vint le moment fatidique où on s'embrasse. Et j'attendais les étoiles, elles sont pas venues du tout. Et ce que j'ai senti, c'était ses dents uniquement. Et en fait, au début, je me disais que c'était relativement plaisant. J'avais enfin un contact avec un autre être humain. Mais j'avais vite envie que ça s'arrête finalement parce que c'était pas du tout plaisant et c'était plus gênant. Je ressentais rien, j'avais les yeux ouverts. Et du coup, c'est à partir de là que j'ai vraiment pris conscience que j'étais pas du tout attiré par les filles. C'est venu avec ce qu'on appelle pudiquement les premiers émois de la puberté. C'est-à-dire qu'à 12 ans et demi, 13 ans, vous avez l'impression que ça marche mieux quand vous pensez au premier de gymnastique de la classe plutôt que de penser à la cousine. À cette époque, je dirais que j'étais assez finalement le garçon type. Hein. J'allais à la messe, j'étais enfant de chœur, j'étais premier de la classe. Je portais des chemises Lacoste, et d'un seul coup, moi, j'avais ce que Saint Paul appelle une écharde dans la chair. J'avais ça, et j'étais homosexuel, et je me sentais totalement désarmé. Quand Arwen se rend compte de son attirance pour une fille, elle aussi est désarmée. Alors elle culpabilise, et elle tente de lutter contre ses désirs. En fait, pendant la période où j'étais presque sûre d'aimer les filles, et d'aimer cette fille-là en particulier, je me suis beaucoup énervée contre moi-même.
C'était vraiment violent parce que c'était donc des pensées comme quoi c'était pas normal que j'aime les filles, que j'étais vraiment dégueulasse si je faisais ça, que je serais plus aimée de personne, que tout le monde me regarderait bizarrement. T'as premier découvert? Je me levais le matin et je me disais t'aimeras pas les filles, Arwen, t'aimeras pas les filles, t'aimeras un homme, tu vas passer ta journée en pensant à des garçons, t'aimeras les garçons, point barre. Je me répétais ça en boucle et je me disais qu'à force de me le répéter, ça allait peut-être fonctionner et pendant pas mal de temps j'étais persuadée de ça et ça fonctionne pas du tout en fait. Bah non, ça fonctionne pas. Mais on essaie quand même. Cette phase de déni, ces sentiments de honte et de culpabilité, on est tous passés par là. J'ai l'autre jour ouvert mon journal intime et j'ai vu que j'avais écrit en énorme « Lesbienne Paradise ». Et je sais pas pourquoi, enfin si, je sais pourquoi j'ai écrit ça, mais en fait, mes journaux intimes, ils sont truffés de dessins, de filles qui s'embrassent, donc beaucoup de choses très concrètes, mais sans jamais dire j'ai des sentiments pour cette fille, quoi. Toute mon adolescence, c'était du non-dit, des j'embrasse des filles, et puis hihi, c'est parce qu'on est amis, et bon, ça veut rien dire. En fait, j'avais des pensées très lesbophobes, quoi. Genre, de toute façon, mais non, mais c'est pas pour de vrai, ça va me passer, quoi. Je me disais ça. Moi, pendant des années, j'ai voulu me persuader que j'étais pas homo. J'en ai fait des cauchemars, j'en ai prié des soirées à me dire il faut que tu sois différent. Je pense qu'il n'y a pas une journée où je me suis pas dit pourquoi t'es pas hétéro, allez, tu vas le devenir, fais un effort. Je m'endormais tous les soirs en disant mon Dieu, s'il vous plaît, je demande juste une chose. Je me réveille et je suis hétérosexuel comme tout le monde. C'est la seule chose que je demande. Et chaque matin, tu te réveilles et chaque matin, c'est le nouveau cauchemar qui redémarre, qui redémarre et qui redémarre. Alors j'ai essayé de lutter contre mon orientation sexuelle, surtout pendant mon adolescence. En regardant des femmes nues, en essayant de me sentir attiré en regardant des femmes nues, en tapant sur Internet aussi à comment arrêter d'être gay, exemple de personnes qui ont réussi à arrêter d'être gay. En fait, je voyais que des résultats négatifs et je voulais pas les voir, donc j'ai arrêté de mes recherches et je me disais, mais je vais trouver le moyen tout seul, je suis suffisamment fort pour le faire. Je me chantais une chanson dans la tête, à tue-tête. C'était J'aime les filles, je la connais pas, c'est un classique. J'aime les filles, J'aime les filles, je sais casse-tête. J'aime les filles, je régime. Et je me chantais ça à tue-tête en me disant non, t'es hétéro. Ça n'a jamais fonctionné visiblement. Alors par crainte de l'homophobie ou par peur de la différence, on traverse son adolescence dans le secret. Ce secret, c'est notre point commun. On forme une grande communauté de menteurs. On devient des tricheurs de compétition. Et cette dissimulation donne souvent lieu à des histoires rocambolesques. À son arrivée au collège, Wissem déploie tous les stratagèmes pour tromper son entourage. J'ai enchaîné les petites copines. Moi, j'étais connu un peu à l'époque pour être un peu le Casanova, le petit con. Forcément, moi, je me disais la meilleure couverture pour que personne ne se doute de quoi que ce soit, je vais me trouver une fille, la plus jolie même. Et comme ça, ce sera ma couverture ultime en quelque sorte. Et une de mes stratégies, quand j'étais à la maison, à un moment donné, pour être sûr que ma famille n'allait jamais avoir aucun doute, j'avais 2 téléphones. J'étais parti dans les contacts, j'avais enregistré des numéros de filles dans mon premier téléphone. Et du deuxième, je textais des trucs du style « Ah ben Wissem, trop cool le resto l'autre jour, je te kiffe, trop content qu'on soit ensemble, etc. » Et je mettais le téléphone à des angles de passage où je savais que ma mère allait passer par ce chemin-là pour qu'elle puisse voir le message. Wissem Belkacem de la Tunisie. Alors Wissem, à 5h du match, comment ça depuis tes troupes? Bien. Ensuite, quand je suis rentré en centre de formation, pour faire rire mes coéquipiers, je me suis mis à imiter le coach en cassant mon poignet comme lui. Je me rappelle à l'époque, tout le monde disait qu'il avait parfois des manières un peu de gay, des manières féminines. Il disait ouais, donc toi tu vas jouer là, toi tu joues là. Et ça faisait rire tout le monde.
Vas-y, Soko, ça percute là. Et en fait, ce qui est hyper triste dans cette histoire, c'est que moi qui savais que j'avais des pensées envers les hommes, j'ai pour le coup recréé une scène homophobe juste pour faire rire tout le monde parce que je savais que ça allait marcher. C'est un match d'homme. Si on ne gagne pas les duels, on ne passera pas aujourd'hui. Moi, je peux le dire. C'est à un moment donné, c'est un contre un. C'est complètement une couverture. Si t'en es à te foutre de la gueule des homos à ce point-là, c'est aucune chance que tu le sois. Arwen aussi a craint de se faire repérer. Alors, elle a tout fait pour s'éloigner du stéréotype de la lesbienne. Je pense que c'est vers 13 ans. J'ai cherché rapidement sur Internet pour voir comment était représentée la lesbienne. Et du coup, je suis tombée sur des images qui me ressemblaient absolument pas. Salut, moi je suis Fabienne, Fabi, je suis esthéticienne à Goussainville. Bonjour, moi c'est Stéphanie, je découpe de la moquette à Saint-Maclou. Avec Steph, on s'aime au grand jour depuis 5 ans. On s'est rencontrés au salon. Ouais, j'étais venu me faire débroussailler le jardin d'Éden. Enfin, se faire le maillot. Puis au moment de décoller la cire, cette grande duduche m'a regardé, puis ça a été le coup de foudre. Je me suis rendu compte que je devais me forcer à avoir tout l'inverse de ça. Tout ce qui était plus dans la gestuelle féminine, on va dire, et j'essayais de l'adopter en fait. Voilà, je croisais mes jambes, je me tenais bien droite, je levais un peu la tête. Enfin voilà, j'essayais de plus me maquiller. J'essayais de plus m'attacher les cheveux. J'avais toujours les cheveux détachés. Hé, la michineuse. No way. Et puis voilà, j'essayais d'avoir une voix douce, alors que j'ai toujours Enfin, on me disait vachement que j'avais une voix plus grave que les autres. Et du coup, j'essayais de changer un peu ma voix, ce qui n'était pas très simple. Voilà, j'essayais de faire des grands sourires, alors que j'aimais pas sourire, j'avais du mal avec mon sourire. Ah bon? Oh non. Maman. No way, no way, no way. L'une des premières héroïnes lesbiennes populaires, c'est Marie-Jo, le personnage interprété par Josiane Balasco dans Gazon maudit. Stop! Tu vas pas te tirer comme ça, sors de là! S'il te plaît, Laurent, s'il te plaît. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez un problème? Demande donc à ma femme, espèce de salope! Non mais calmez-toi! Toi, fous-moi la paix! Mais qu'est-ce que... Non mais tu... On a peur de sortir? On joue les mecs, mais on a peur de s'en prendre une, les couilles te manquent? Les voissins, s'il te plaît, Laurent, les voissins! Tu crois que tu me fais peur avec ta batte de baseball? De cricket. C'est légèrement plus contondant qu'une batte de baseball. Et tu crois que ça va m'empêcher de te foutre mon poing dans la gueule? Tu vas pas t'ébattre avec une femme? Une femme? Où tu vois une femme, toi? Où? On reste toujours quand même très coincé dans la caricature masculin-féminin. Donc une lesbienne est forcément masculine. C'est celle qui porte un costume, c'est celle qui est en bleu de chauffe. La caricature veut toujours que ce soit des métiers physiques, les cheveux courts, etc., etc. À l'opposé, les hommes gays sont presque toujours représentés comme efféminés. Déjà dans les années 50, Maurice Chevalier se moquait de la gestuelle du chanteur Mayol. Mayol était, enfin particulièrement, était très distingué, n'est-ce pas? Ah oui. Très distingué. Énormément distingué, n'est-ce pas? Oui, bon, on a compris, Maurice. Mais gentiment à distinguer. Et à cette époque-là, vous savez, quand un chanteur était distingué, de ce genre de distinction, n'est-ce pas? C'était assez sensationnel, n'est-ce pas? C'est venu à la mode par la suite. Et voilà. Ces clichés ont traversé les générations et forcément, ils pèsent encore aujourd'hui sur les adolescents. Quand j'étais au collège, j'entendais aussi souvent, les gays ont des manières de parler, par exemple avec leurs mains, poignets cassés, jambes croisées ou plein de choses. Et je faisais souvent ces petites manières-là. Et du coup, dans le but vraiment de me cacher,
je faisais hyper attention à ce que je faisais. Donc, par exemple, je me tenais comme ça, ou... j'avais vraiment des positions de mec, quoi. Et j'ai arrêté de faire ça avec mes cheveux. Quand je m'en suis rendu compte, tout de suite, je me suis dit, il faut pas que les gens le voient, que je suis gay. Donc, j'étais hyper soucieux de comment je marchais, comment je me tenais. Je croisais surtout pas les jambes si je m'asseyais. Je me posais surtout pas sur une jambe pour avoir la hanche qui dépasse si j'étais debout. Quand je marchais, j'essayais d'être bien droit, de pas avoir trop le corps qui bouge. Enfin, j'essayais d'être le plus invisible possible, en fait, pour pas que les gens se posent des questions. Quand j'étais au collège, quand j'avais environ 12-13 ans, je commençais à avoir des manières. Par exemple, je riais en mettant la main sur la bouche. Je m'asseyais comme ça en cours, ou je croisais les jambes aussi en cours parfois. Enfin, je sais pas, je me sentais à l'aise dans ces positions-là. Et un jour, je riais et je me retournais avec les sourires comme ça et je bougeais pas mal. Et la prof m'a regardé en me disant, on dirait une folle. Et du coup, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à refouler plutôt mes manières. Ah, la folle. Moi, ça, je l'ai entendu. Hein. La folle, la folasse. Folle, c'est le PD qui est comme ça tout le temps, qui te recoiffe alors qu'il n'a pas le cheveu long, enfin, qui prend une petite voix. Et c'est la réalité de plein de jeunes garçons homo qui sont en train de muer, qui sont un peu, qui ont du mal à gérer leur corps, leurs mains, leur voix, et c'est vrai que automatiquement les gestes se déploient, les attitudes, et comme c'est des attitudes féminines, automatiquement les mecs vont s'en moquer, quoi. La folle est progressivement devenue la seule représentation populaire et visible de l'homosexualité dans la culture française. Prends ta biscotte à pleine main. Allez. Reprends-en une. Tiens là, bien. Ferme, mais pas brutal. N'est-ce pas? La biscotte de l'homme. Voilà, avec tous les doigts dessus. Voilà. La cuillère maintenant. C'est vrai que quand je regarde mon adolescence, années 90, quasiment aucune représentation de l'homosexualité à la télévision. Et les rares images modèles qu'on peut avoir, c'est des caricatures dans lesquelles je ne me retrouve absolument pas. C'est évidemment La Cage aux folles, Michel Serrault qui est fantastique. C'est quand même une vision particulière de l'homosexualité. Non, pas comme ça, la cuillère. Tenue solidement. Alors. Pas comme une cuillère à peau non plus, alors. Ça va être aussi des personnages très sympathiques, je sais pas, Michou par exemple. Lorsque j'étais petit, on m'appelait Mimi. Plus tard, quand j'ai grandi, on me nomma Chouchou. Un beau jour, j'ai choisi ni Chouchou ni Mimi. Je n'ai plus qu'un nom pour vous. Moi, je suis Michou. Mais pareil, là aussi, moi, ado, je me reconnais pas dans cette vision de l'homosexualité. Je suis pas exubérant, je me dis pas que ma vie, ça va être de finir dans un cabaret avec des lunettes de toutes les couleurs. Et donc forcément, on s'y retrouve pas. On n'arrive pas. C'est quoi le modèle? Qu'est-ce qu'on a comme modèle? Je trouve même très séduisant. Pour moi, c'était le personnage des filles d'à côté qui s'appelait Gérard. J'ai toujours un fait pour les hommes de grande taille. Ah bon? C'est le seul personnage homo représenté qui était dans cette caricature-là, dans ce rôle-là. Ben moi, je pensais que du coup, tous les homos devaient être comme ça. Bon, allez, je vais retrouver les filles. Non, non. De toute façon, tu vas me prendre une serviette. Parce que tel que je te connais, dans 5 minutes, qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, tu vas hurler pour que je t'en donne une. Attention, Marc! Oui, mais lâche-moi. Vu que moi, je ne me reconnaissais pas, je me disais, bon, bah, tu sais que t'es pas hétéro, tu te reconnais pas dans les personnages homo, mais t'es une anomalie, en fait. Tu rentres dans aucune case. On ne rentre dans aucune case, on n'a aucun modèle, et pour couronner le tout, on est souvent pris pour cible. Et quand je dis souvent, je veux dire qu'un homo sur 2 est harcelé au collège. Il y a 2 ans, quand j'ai enfin assumé que j'aimais les filles, ça s'est pas forcément très bien passé. Et au niveau du collège, parce que j'étais encore au collège,
D'un coup, il y a tout le monde qui me tombe dessus, qui commence à mal me regarder, en rigolant, en me pointant du doigt. C'est comme si j'avais un bonnet d'âne en fait, ou alors que j'étais un clown, et j'avais l'impression qu'on voyait que moi. Donc j'arrivais dans un groupe, il n'y a plus personne qui parlait. Quand je repartais, tout le monde reparlait. Et moi j'avais juste l'impression d'être une bête de foire en fait, et que j'étais devenue leur nouveau jeu préféré. Il y avait des filles et même des garçons qui me lançaient du coup des balles, parce qu'on faisait du volley, des ballons dans la tête, mais qui faisaient bien exprès de me viser moi, parce que bizarrement personne d'autre s'en prenait, et ça les faisait rire. Ça les faisait presque tous rire, sauf que j'ai rien dit, et puis au bout d'un moment ça m'a fait mal, forcément. On me répétait les mêmes choses tout le temps, on rigolait, on me disait que c'était de la merde, que j'étais de la merde, que c'était... Enfin, c'était n'importe quoi, que... Enfin voilà, que personne ne soutiendrait jamais des personnes comme moi. Au début, ça va, quand c'est une personne qui nous dit ça, une fois dans la semaine. Mais quand c'est tous les jours plusieurs personnes, ça commence à faire beaucoup à force. Quand à 13 ans, j'arrive en pension, que je me dis effectivement que j'ai une attirance pour des garçons, et tout de suite c'est Marteau, c'est le PD, évidemment. Et vous imaginez comment peuvent être des garçons entre eux à 13 ans. C'est extrêmement violent, c'est des insultes, c'est des brimades non-stop. C'est devenu le jeu de toute l'école, de toute la promo, c'est Marteau le PD. Et ça revient en boucle, tout le temps, tous les jours. C'est des années où on commence à comprendre qui on est, quelle différence on a. Et le premier truc qu'on se prend dans la figure, ce sont des insultes, des brimades et une mise à l'écart. Et donc c'est hyper violent ces années-là. J'ai eu pas mal de soucis dans mon lycée, sur toute ma scolarité, de la seconde à la terminale, je me suis fait pas mal emmerder. Quand j'étais à la cantine, si j'avais le malheur de prendre une banane dans le self, tout de suite j'avais des mecs derrière moi en mode t'aimes bien, hein, machin. Enfin vraiment des trucs hyper vaseux et hyper facile en fait. Voilà, c'était que des remarques comme ça. Et il y a eu les vacances de Noël qui sont arrivées, et à la rentrée des vacances de Noël, j'ai pas pu retourner en cours. J'ai fait de la phobie scolaire, j'ai pas pu sortir de mon lit, sortir de chez moi. C'était juste pas possible. J'ai déclenché une phobie scolaire. Je pouvais plus mettre un pied au collège sans pleurer, sans fondre en larmes, sans faire une crise d'angoisse. Donc je m'enfermais dans les toilettes. Je me mettais en boule et je pleurais juste. Et puis oui, j'ai eu énormément de pensées suicidaires, j'y ai même très fortement pensé. Et voilà, c'était pas... Je suis désolée, c'est pas ouf. Les ados victimes d'homophobie font jusqu'à 7 fois plus de tentatives de suicide que les autres adolescents. Aujourd'hui, encore quand je vais pas bien ou quand j'ai vraiment besoin d'extérioriser un maximum parce qu'il y a des choses qui font que j'ai besoin, je vais par exemple dans des champs pas très loin de chez moi. Moi je sais que ce qui me fait vraiment un bien fou, c'est pouvoir danser, me lâcher, je recrache mais tout ce que j'ai en moi et ça me libère. Il y a un endroit à côté de chez moi qui c'est comme un kiosque, une sorte de scène. Je mets
les écouteurs à fond. Et là, plus rien n'existe autour de moi. Je réfléchis plus en fait quand je danse, c'est mon corps qui parle à ma place et je reçois la question de comment je dois agir, ce que je dois penser, ce que je dois dire. Je lâche la pression, je me défoule et après je me sens beaucoup mieux. Oui. Mais pour ceux qui dansent comme des patates ou qui n'aiment pas danser, comment se libérer du secret qu'on porte en soi depuis toujours? Cette libération, ce passage obligé pour ceux qui choisissent de se démasquer, tout ça que les hétéros n'ont pas besoin de faire, ça s'appelle le coming out. Et j'avoue, ça fait peur. Quand j'avais 15 ans, c'est là où j'ai fait mon coming out. Ça s'est passé moyennement bien, donc bien avec ma mère et très mal du côté de mon père. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, j'étais hyper perdu. Je me disais, mais où je vais Ce qui me faisait peur, c'était la société, mes parents, ma famille, tout ça. Peur de décevoir, peur du regard des gens, c'était ça. J'ai tenté de l'écrire à ma mère plusieurs fois sur un bout de papier et je crois que j'ai recommencé à peu près la lettre 3 fois. Je voulais la glisser en dessous de sa porte de chambre et je la retirais directement parce que j'avais hyper peur. Je n'avais jamais le courage et un jour je me suis dit pourquoi pas lui envoyer un message. Je l'ai modifié, je l'ai recomposé, j'ai refait plein de trucs. Et à la fin, j'arrivais pas à appuyer sur envoyer. Et une amie, elle a fait et ça s'est envoyé. Beaucoup d'homos ont traversé toute leur vie cachée, sans jamais rien dire à leurs parents. Nous appartenons à une génération où on ne parle pas de ça. Mes parents n'évoquaient jamais la sexualité, donc je ne voyais pas parler de sexualité. J'avais l'impression que mes parents n'étaient pas, comment dire, n'avaient pas les armes pour traiter de ce problème. Ils n'auraient pas les mots pour le dire. Pour eux, ça aurait été un désastre. Et donc, j'ai pas voulu le leur imposer. Je pense que l'homosexualité est par essence clandestine. Je me souviens très très bien en avoir parlé à des gens très différents, d'horizons très différents, homosexuels ou non, mais qui gravitaient hors de du milieu familial et qui m'ont tous dit « n'avoue jamais ». Et je n'ai jamais avoué mon homosexualité à ma famille. Pour moi, ça s'est très mal passé. La réaction de ma mère, qui a été celle qui a donné le là à tout le reste, a été de dire « pour moi, tu es une fille perdue ». Alors, fille perdue en français, ça a plusieurs sens. C'est une prostituée, une fille perdue, puis c'est une fille morte. De fait, j'ai essayé d'expliquer, mais ça n'a rien donné. Et je ne l'ai pas revue. Elle est morte il y a 10 ans, je ne l'ai jamais revue. Et je n'ai eu aucun contact avec elle pendant ces 15 ans qui ont suivi. J'arrive à en parler à ma maman la première fois. On revient d'aller faire des courses dans un grand magasin. On déjeune tous les deux. Et à table, je me lance. Je lui dis, voilà maman, j'ai quelqu'un. Toute première relation. Et il s'appelle un tel. Et là, ma mère se met à taper sur la table.
et a poussé un cri dans le restaurant. Je le savais, je le savais, je le savais. Et moi, je suis en face, alors, je m'attendais pas à ça, effectivement. Et en fait, pourquoi? Parce que l'image qu'elle avait des homosexuels, qu'elle a vue autour d'elle pendant des années, c'était globalement des gens seuls, rejetés, isolés socialement, avec en plus toutes les années SIDA. Donc le côté fin tragique. Il y avait tout ça cumulé. Et je pense qu'au moment où je lui ai dit « Maman, j'aime un garçon », elle s'est dit « Voilà la vie qui attend mon fils ». À partir des années 80, au compte-gouttes, les célébrités sortent du placard et brisent le tabou. La première lesbienne à faire son coming out à la télé est la joueuse de tennis américaine Billie Jean King, 5 fois numéro 1 mondial. En 1981, sa secrétaire personnelle et amante menace de révéler leur liaison si Billie Jean King ne lui verse pas une pension. Elle tient alors une conférence de presse. I did have an affair with Marilyn Barnett. It's been over for quite some time. Any human being can put themselves in my shoes and try to imagine what I have been through the last few days. But more importantly, I worried about what my loved ones are going to go through too. En 24 heures, Billie Jean King perdra tous ses sponsors. Près de 20 ans plus tard, Amélie Mauresmo brise à son tour le tabou homosexuel dans le sport français. À la fin d'un match à l'Open d'Australie, elle embrasse sa compagne sur la bouche devant les photographes. Je suis la première à affronter cette situation par mon honnêteté, parce que je vais pas vous cacher que dans le milieu du tennis féminin, il y en a quand même pas mal. Donc moi je préfère être bien avec moi-même et assumer ce que je suis finalement devant les gens, plutôt que de vivre caché avec de toute façon des rumeurs qui courraient Donc voilà, c'est une décision personnelle et aujourd'hui je ne regrette pas du tout. Une décision personnelle hyper médiatisée et cruellement caricaturée. Amélie, on vous connaît finalement très peu. Qui êtes-vous? Oh, je suis une femme comme les autres. Je fais un peu de muscu le matin, un peu de muscu l'après-midi. Et généralement le soir, pour me détendre, je fais un peu de muscu. Vous avez des loisirs, des hobbies? Un peu de rugby. Mais ma passion, c'est les combats de pitbull. Ah bon, vous organisez des combats de pitbull? Non, je me bats avec. Et puisqu'on parle de coming out, là c'est le moment où il faut saluer une autre championne. Une championne de la répartie qui a fait un des plus beaux coming out télévisés. Catherine Lara. Qu'est-ce que vous regardez en premier chez un homme? Sa femme. J'étais très fier d'avoir trouvé ça, ça m'éclatait complètement. Je dis ça y est, j'ai dit les choses, je l'ai dit. C'est comme une espèce de libération de parler d'amour avec humour. Moi, je trouvais que c'était l'idéal pour moi. Angèle, elle, n'a pas eu le choix. Pendant que je suis sur scène, je reçois plein de messages de gens qui te disent on est désolé. Et en fait, on a été prise en photo par des paparazzis. Les photos sortent le lendemain dans la presse et il y a vraiment ce truc où mon coming out m'a été volé parce que là, ils sont en train d'annoncer à toute une partie des gens que je suis en couple avec une femme, quoi. Certaines personnes de ma famille l'apprennent comme ça, des amis aussi, des amis d'enfance. Et ma grand-mère, toute sa vie, on lui a dit que c'était compliqué. Mais c'était quand même dur aussi d'avoir l'impression que je la décevais et que je faisais quelque chose... moi qui avais toujours voulu être la bonne élève, qui en un coup était un peu « oh ». Allô, je suis la mamie. Et en fait, elle était si amoureuse de son mari et tellement attachée à lui et tellement... Elle m'en parle, elle a des étoiles dans les yeux. Et je lui disais, mais tu vois ce sentiment, oui, tu vois les papillons dans le ventre, tu vois, quand tu penses... Ben moi, j'ai ça pour elle. Et en fait, je voyais qu'à défaut de le comprendre, elle l'acceptait et c'était le plus important. À 17 ans et des poussières, je pense 1 mois ou 2 avant le bac, je suis allé voir ma mère et elle était en train d'éplucher des carottes dans la cuisine. Et je fonds en larmes, et elle me dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Je dis, il faut que je te dise un truc, mais c'était... je vais pas arriver à le dire, quoi. En fait, c'était vraiment le mot qu'il fallait que je sorte. Et entre 2 sanglots, j'ai fait,
j'aime les garçons. Et elle a continué d'éplucher sa carotte, elle a fait, je le sais depuis que tu as 4 ans. Et là, je fais, Tu te souviens du SMS que tu m'as envoyé? oui. Alors, je t'avais dit, bonjour maman, comment vas-tu aujourd'hui? Moi, très bien. Alors, assieds-toi sur ta chaise ou ton canapé et lis ce message calmement et attentivement. Donc, je voulais t'avouer que je sors avec un garçon. Il a 19 ans, nous nous aimons énormément. Bref, je veux vraiment que tu me comprennes et que ça ne changera rien avec toi et que tu m'en voudras pas. Voilà, je t'ai tout dit, réponds-moi en message, bisous et bon après-midi à toi. Et tu m'avais répondu, bonjour Loulou, fais comme tu veux, c'est toi qui vois. Oui, je suis un peu réticente, mais c'est ta vie. Bon après-midi à toi. Bah oui, c'est vrai. Yes. Parce que c'est dur pour une maman. Mm. Dans ma tête, c'était, je fais naître un garçon va se marier avec une fille, va avoir des enfants, va fonder sa famille, sa maison. On se fait un idéal et puis en fait pas du tout. Enfin, c'est ridicule parce que ton bien-être à toi, c'est d'aimer un garçon et pas une fille. Ouais. Donc là, en l'occurrence, après c'est toi qui choisis, hein. C'est pas à moi de choisir. Cette notion de choix, dans la bouche de beaucoup de parents, elle revient tout le temps. Et pourtant... Pour moi, ce qui est sûr à 100%, c'est que sa sexualité, c'est pas un truc qu'on choisit. Si c'était un truc qu'on choisissait, personne aurait jamais choisi d'être gay. Enfin, c'est pas possible de penser qu'on puisse choisir sa sexualité. Enfin, quand tu fais la liste des pour et des contre, il y a quasiment pas de pour à être homo en France aujourd'hui. Je pense qu'on décide pas et on choisit pas d'être homosexuel ou non, parce que sinon on choisirait de ne pas l'être. Hétéro à 100%, j'aurais été. Si j'avais eu le choix, je pense que j'aurais choisi d'être hétéro, parce que c'est un peu plus facile. Si c'était un choix, j'aurais pas fait celui-là. Hein. C'est pas le choix de la facilité, vraiment. Non, je pense pas non plus que ce soit un choix. Non, ça n'est certainement pas un choix. Si je le dis franchement, si ça avait été un choix, j'aurais été hétérosexuel. Mon choix de naissance, si j'ose dire, d'éducation, de milieu, c'était d'être hétérosexuel. Bah non, c'est pas un choix. Ah non. Et quand je suis tombée amoureuse d'une fille pour la première fois, que c'était elle que j'avais envie de me projeter, j'avais exactement les mêmes sentiments que j'avais eu pour des garçons. C'était pas un choix, ça me tombait dessus, quoi. Le seul choix qui a été le mien, c'est celui de l'accepter, d'être heureux comme je suis, et de le vivre au grand jour sans avoir à me cacher, sans avoir honte. C'est le seul choix qu'on fait. Une fois son homosexualité dévoilée, Sylvain doit encore affronter les réactions de sa famille. Et notamment celle de son père. Je me souviens d'un moment qui a été difficile pour moi. J'ai commencé à sortir avec un garçon, donc mon premier copain, et mon père arrive devant le lycée et il voit que je suis main dans la main avec mon copain. Et là, nos regards se croisent. Et là, mon père me fera à main, descend de sa voiture, il court vers mon copain. Donc mon copain, lui, se barre en courant, mais comme jamais, parce que je me suis dit, il va le tuer, c'est pas possible, comment ça va finir? En fait, il s'est énervé contre lui et il lui en voulait à lui parce qu'il a cru que c'était lui qui m'a fait devenir comme ça, quoi. Heureusement, un jour, on a 18 ans. On décide de quitter sa province, sa ville, sa famille, son milieu d'origine. On se crée un nouvel environnement, un nouveau cercle d'amis, une autre famille, dans laquelle on cherchera à être celui ou celle que l'on est vraiment, librement. J'ai grandi à Bron, dans la banlieue de Lyon, avec ma maman, et là, je viens de partir de chez elle pour m'installer à Lyon, dans mon propre appartement. C'est vraiment une étape qui est importante pour moi parce que ça me permet d'encore plus assumer qui je suis, ce que j'ai envie d'être, de me dire, voilà, maintenant c'est moi qui gère ma vie et personne d'autre.
Gabriel fait des études pour devenir costumier. Depuis qu'il s'est installé à Lyon, sa bande est devenue sa nouvelle famille. Dès que j'ai le temps, je retrouve mon groupe d'amis. Et dans mon groupe, du coup, on est tous queer. Donc on fait tous partie de la communauté LGBT. Donc en premier, il y a Gobi. Elle est lesbienne, elle a toujours été avec des filles. Camille, qui a un caractère hyper trempé, elle est pan. En gros, elle n'est pas attirée par les hommes ou les femmes, elle est juste attirée par les gens. Tom, il est trop cool, donc lui, il est gay. Lesbiennes, gays, bi, pan, trans, tous appartiennent à la communauté LGBTQIA+, qu'on appelle aussi la communauté queer. Des identités sexuelles et de genre qui interrogent le modèle classique hétéro. Je suis passé à la boulangerie ce matin pour acheter un sandwich à Tom et je rentre et la dame fait bonjour madame et je le relève pas parce qu'en soi ça me dérange pas qu'on m'appelle comme ça. Et puis bref, je commence à lui demander machin et puis après elle écarquille les yeux, elle fait ah mais vous êtes un homme? Ah mais pardon, excusez-moi, mais pourquoi vous vous habillez comme ça? Je comprends pas, vous êtes déguisé, enfin c'est bizarre. Je lui dis bah non, j'aime bien être habillé comme ça, voilà, ça me plaît. Elle me fait mais c'est bizarre, vous êtes un homme monsieur, vous devriez pas faire ça. Et enfin j'ai pas pris le temps de lui expliquer parce que j'avais pas envie de prendre ce temps et puis après il fallait qu'on se rejoigne et qu'on vienne ici Mais ça m'est arrivé aussi, depuis que j'ai les cheveux longs, déjà surtout avec le masque, déjà à la boulangerie, c'était bonjour madame, je parlais, c'était ah monsieur. Ouais, c'est ça. Et à chaque fois, c'était super dosé et moi, j'étais en mode, c'est pas grave, moi ça me faisait rire, au contraire. Ouais. Je pense que je suis majoritairement entouré de personnes queer, de personnes LGBT, parce que c'est beaucoup plus facile de comprendre ce que la personne en face de toi a vécu si t'as vécu quelque chose de similaire. C'est pas une haine des personnes hétéros, c'est pas du tout ça, c'est vraiment, je sais pas, à la première rencontre, on va aborder un sujet, on va se dire « Ah bah attends, mais il m'est arrivé la même chose » et forcément ça crée un lien que j'aurais pas forcément avec quelqu'un qui a eu une vie toute rose, toute belle, avec qui on va partager moins de choses. Moi, en arrivant à Londres, j'ai découvert la communauté gay. Ça m'a fait vachement plaisir parce que j'ai vu qu'en fait, il y avait des homos qui pouvaient bien vivre qui ils étaient, qui ne vivaient pas dans la honte. Je marchais dans Sceaux, je voyais des gens qui marchaient fièrement, il y avait des restos gays, des coiffeurs gays. Voilà, mais tu le prends trop grave là, Gabriel. Faut le prendre plus haut. Au-dessus de l'arc-en-ciel. Et oui, ça, c'est l'une des grandes références culturelles de la communauté. Voilà, tu le prends trop, Dorothy. Grâce au film Le Magicien d'Oz, sorti en 1939, Judy Garland, alias Dorothy, s'impose comme la première icône gay. En fait, c'est majoritairement à cause de ce film-là qui pourrait représenter une espèce de passage de l'hétérosexualité à l'homosexualité avec d'abord le noir et blanc, elle est pas bien, elle est triste, elle passe à travers l'arc-en-ciel et dans un monde de couleurs et puis les personnages, l'épouvantail et l'homme de fer là, ils sont très gays. Hein. C'est un film culte pour les queers aussi parce que Dorothy est entourée de marginaux, de freaks et de personnages qui sont très clairement queer. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon avis. Le lion fragile et l'homme de fer, ça, c'est clairement des figures queer. Pleure pas, tu vas encore rouiller. Réflexion faite, un petit roupillon, ça ferait pas de mal. Ah, t'endors pas à ton tour. Non. La bande du Magicien d'Oz deviendra même un moyen de se reconnaître discrètement entre gays. Are you friends of Dorothy? C'est quoi? Aux États-Unis, à une période, il y a la façon de demander est-ce que t'es gay, c'était est-ce que t'es un ami de Dorothée. Oui. En France, on dit plein d'expressions différentes, mais ma préférée, c'est est-ce que tu joues dans la fanfare? Je sais pas d'où ça sort, mais pour dire que quelqu'un est gay, je dis il joue dans la fanfare. Hein. Se reconnaître enfin pour ne plus être seul. Devenir visible, former une communauté et manger des crêpes avec les doigts. Bah oui. Chaque année, la Pride ou Marche des Fiertés permet ainsi aux queers de défiler ensemble dans plus de 80 villes de France.
pense qu'il y a aussi ce truc où quand tu découvres que tu as une différence entre guillemets, ou en tout cas que qui est différent de beaucoup des personnes autour de toi, c'est hyper réconfortant en fait de savoir qu'il existe un groupe de personnes comme toi, tu vois, genre juste ok, je suis pas tout seul, je suis pas genre un espèce de truc bizarre complètement unique en fait. Il y a plein de gens comme moi et on est tous normaux et quand on est entre nous c'est trop cool parce que il y a pas de jugement, on est libéré machin et même dans des groupes plus grands comme à la Pride où c'est hyper positif, malgré tout dans le quotidien en réalité genre moi je sais que quand je suis tout seul dans la rue ou quand toi t'es tout seul dans la rue c'est pas aussi fun en fait. La Gay Pride aujourd'hui c'est quelque chose que je considère encore très important parce que c'est une manifestation de libération en fait. C'est des personnes queer de tous horizons qui vont passer l'après-midi tous ensemble à se balader dans la rue et juste à montrer aux gens on est comme ça, on est heureux d'être comme ça et en fait on vous pose pas de problème. Justement on est tous ensemble pour dire on existe et genre on est tous ensemble pour montrer qu'il y a une différence multiple et qu'on n'a pas besoin de... C'est notre force, c'est notre différence, c'est qu'on est tous ensemble quoi. J'ai fait ma première Pride cet été. Je trouve ça vraiment cool, les Prides, parce que tout le monde se parle, parce qu'on est tous là pour revendiquer qui on est, pour être fiers de qui on est. Quand je regarde ceux qui ont 15-20 ans aujourd'hui, je suis assez admiratif et je suis impressionné quand j'en vois certains, effectivement, où au final, le regard des autres est peut-être moins important, où certains codes ont un peu changé. Et je me dis, waouh, c'est incroyable. Mais combien d'années en fait, de combat, des générations encore antérieures à la mienne avant, pour en arriver là. En France, la première manifestation contre la répression de l'homosexualité date de 1977. Elle est organisée conjointement par le groupe de libération homosexuelle et le mouvement de libération des femmes. Les premières Gay Pride, c'était super. C'était sympa de se retrouver, puis de défiler. De dire on existe, on est là, il faudra faire avec les messieurs et mesdames, il faudra faire avec. Papa, maman, ta fille est un pédé. Papa, maman, ta fille est une lesbienne. C'était vachement rassurant de voir des gens qui sont comme vous. Oh ben, nom d'un chien, je suis peut-être un monstre, mais pas tant que ça, parce qu'il y en a beaucoup de monstres. Et quelque part, ça vous rassure. À cette époque, et depuis 1960, les gays sont considérés comme un fléau social, au même titre que l'alcoolisme ou la prostitution. Souvent condamnés pour racolage ou outrage à la pudeur, ils ne peuvent pas se montrer en couple dans l'espace public. C'est une manifestation d'homosexuels. Oh mon Dieu. Oh qu'il a se faire fiche ailleurs, hein. Vous allez se faire fiche ailleurs, pourquoi? Homosexuel, non, tout de même, écoutez. Quand même, c'est contre nature ce qu'ils font quand même, hein. Moi, je suis tout à fait contre ça, alors. Je sais pas. C'est peut-être dangereux aussi de l'accepter complètement. Oui. C'est dangereux, pourquoi? Je sais pas, dans ce cas-là, on pourrait aller loin, faire des mariages aussi entre homosexuels ou des trucs comme ça. Ah, il manquerait plus que ça. Ce serait dangereux, des mariages entre homosexuels? Oui. C'est la fin de la rame. Pour les homosexuels, il y a une chose qu'il faut leur faire. Hop, on les coupe. Et les gouines. Et les gouines. Eh ben oui, c'est une bonne question ça, monsieur. Ouais, et les gouines, il y en a de plus en plus. Il n'y a plus de morale, vous n'avez plus rien du tout maintenant, il n'y a plus rien du tout. Nous, on allait toujours au cinéma ou dans les boîtes, la peur au ventre. On savait qu'il pouvait y avoir des descentes de flics à Paris et qu'il y avait des fichiers. On était fichés par les flics. Il y avait des listes de gens qui avaient été surpris dans les boîtes ou c'est ça. On était fichés. Le 4 août 1982, une loi est promulguée à l'Assemblée nationale et l'homosexualité n'est plus un délit. C'était il y a 40 ans. À peine. Je pense que moi, je suis pas forcément la personne la plus militante qui existe dans cette communauté, mais je sais qu'à mon échelle, j'ai déjà le sentiment d'apporter un petit peu ma pierre à l'édifice, parce que juste en sortant comme ça tous les jours, au début, la première fois que quelqu'un va me voir habillé comme ça, il va trouver ça bizarre et ça va un petit peu le choquer, mais en fait, au fur et à mesure des jours, c'est fait comme une pommade en fait, qu'on te met tous les jours dessus. Au bout d'un moment, tu vas même plus y faire attention.
Même si ça peut paraître un petit peu contradictoire pour certaines personnes, je me sens jamais autant un homme que quand je pioche le plus dans ce qu'il y a de féminin, entre guillemets, dans ce qui me plaît. C'est-à-dire que je me sens beaucoup plus courageux quand j'assume toutes les parties féminines que je peux avoir en moi. C'est vraiment comme ça que je me sens libre et que je me sens moi-même à 100%. Celui qui a osé mettre en scène son ambiguïté avant tout le monde, curieusement, c'est l'interprète de Où sont les femmes ? Et c'est le chanteur Patrick Juvet. Vous connaissez Patrick Juvet, naturellement? Pas encore. Montrez-vous. Ah, vous connaissez pas Bonsoir, Patrick Juvet? monsieur. Ah oui. D'ailleurs, de toute façon, si vous le connaissiez avant, vous l'auriez pas reconnu maintenant. Ah, c'est joli la façon dont vous êtes habillé, là. J'aime beaucoup, hein. Beaucoup. Merci, Philippe. Enfin, j'aime beaucoup sur vous. Je ne viendrai pas à l'idée de me balader avec ça. Je crois que c'est un maquillage qui correspond à ce que j'ai envie de dire à l'intérieur de moi-même. Vous pouvez vous extérioriser qu'avec tout ça sur la figure? Sur scène, oui. Ouais. C'est-à-dire on ne peut pas dire que tout ça tend vers une certaine virilité. Pourquoi pas? Moi, je trouve que c'est un maquillage très viril. Ah, cette fameuse question de la virilité. C'est une question centrale et encore aujourd'hui, elle est au cœur de l'identité masculine. Mfaume a 30 ans. Il est commercial et vit en banlieue parisienne. Dans le milieu dans lequel j'ai grandi, de manière un peu cliché, je dirais qu'il y a ce qu'on appelle la loi du ghetto. C'est tout simplement pour un homme garder cette image la plus masculine qui soit de ce qu'est un homme. Moi, pratiquement tous les jours, je suis en train de faire du sport. J'ai besoin de cette dose de sport dans ma vie parce que c'est quelque chose que je fais depuis toujours. Musclé en plus rime souvent avec virilité. En fait, la virilité, c'est vraiment la chose la plus sacrée dans le milieu ghetto. Et l'homosexualité, c'est vraiment abandonner sa virilité à leurs yeux. C'est être un sous-homme. Et donc, ce qui a été le plus compliqué pour moi, ça a été d'être gay. Ça n'a pas été d'être noir. Au moins, quand t'es noir, t'as pas à l'annoncer à ta mère. Quand t'es gay, tu risques l'excommunion, tu risques de te faire virer de ta famille. C'est tes proches qui t'attaquent. Et je trouve ça plus violent. Plusieurs fois par mois, Mfaume met sa couronne de fleurs et retrouve sa seconde famille à la ballroom. Un défilé LGBT dans lequel les participants sont jugés sur leur danse, leurs costumes, leurs attitudes. Né dans les années 70-80 avec le voguing, ce concours de beauté est un refuge pour les gays racisés qui peuvent y vivre leurs identités librement. La ballroom, en fait, c'est un monde qui s'est créé en réaction au rejet. Il y a les gens dans la salle ou non? On est beaucoup à être rejetés par nos familles et à nous retrouver dans un milieu dans lequel on est à l'aise et dans lequel on se sent en sécurité, en fait. Attends, baby. Je peux être qui je veux. Ça me permet vraiment de sortir déjà de mon quotidien et d'exprimer ma créativité. Yes, perfect. On n'a pas subi tout ce qu'on a subi dans notre vie, toutes ces moqueries, on n'a pas été rejeté, on n'a pas été annulé de la société pendant autant de temps pour maintenant en plus devoir se conformer à toutes les règles du monde hétérosexuel. Maintenant qu'on est là et qu'on a le droit d'être là, laissez-nous être comme on veut, enfin, c'est quand même la moindre des choses. Ouais, ça va. Oui, mais dans le milieu professionnel, c'est pas toujours facile d'être comme on veut. En France, un homo sur deux cache son orientation sexuelle à ses collègues. Léo a 24 ans, elle est paysagiste. On peut faire les sacs qui restent et couler les... Pour faire le truc. Ouais. Tu prends, tu l'éclates dedans. Ouais. C'est un secteur qui est très masculin, il y a 11% de femmes dans ce métier et la plupart des femmes sont au bureau. Du coup, sur le terrain, effectivement, je travaille qu'avec des équipes d'hommes. Allez, Solène, bats-toi. Moi, dans mon équipe, je surjoue aussi un peu les codes masculins pour m'intégrer, justement. Pour faire la dure, un peu, entre guillemets, parce que on va tout de suite dévaloriser le travail d'une femme dans un métier masculin. Tu faiblis, là. Vas-y.
prends le relais. Je dis pas que je ferai mieux, mais au moins t'as commencé. Parce qu'on va considérer qu'elle n'est pas assez forte, qu'elle va pas tenir le coup toute la journée dehors, elle va s'abîmer les ongles, enfin tous ces préjugés-là. Ouais Mathieu, c'est pas un travail de fiotte là, il faut que tu t'actives un peu. Non, en vrai, il y a une période où vous le disiez ça, vous disiez fiotte, mais en mode pour rigoler, mais quand même... Non, mais en plus, c'est vrai, je pense que c'est parce que le fait de ne pas avoir eu la rencontre de personnes, des personnes gays, je pense que inconsciemment, nous, on est en mode, voilà, entre mecs, on rigole là-dessus. Et vous vous rendez pas forcément compte de l'impact que ça... Et surtout que ça peut blesser. Bah ouais. Vous disiez, ouais, c'est pas un travail de fiotte, mais du coup, fiotte, ça renvoie à gay, puis ça renvoie aussi à des caractéristiques féminines. Et du coup, si, c'est un travail de fiotte, puisque je le fais. Tu vois? Et qu'il y a d'autres personnes aussi. On est dans la coiffure, il y a des gens qui murmurent qu'on serait de drôles d'oiseaux, qu'on ferait même du tricot. Comme on fait du vélo, le dimanche il fait beau, les gens c'est pas banal, disent qu'on est de la pédale. Le cliché du coiffeur gay a encore aujourd'hui lui aussi la peau dure. Cela dit, peut-être choisit-on certains métiers pour y trouver davantage de tolérance. Alors, on peut m'accuser d'homophobie là, mais il y a des professions vers lesquelles, pour des raisons qu'on peut imaginer ou pas d'ailleurs, il y a plus d'homosexuels qu'ailleurs. Hein. Soyons francs, hein, les coiffeurs, les antiquaires, les fleuristes et les diplomates, d'une certaine manière. Moi, j'ai toujours pensé que diplomate, c'était parce que finalement, le diplomate, c'était une fuite. Ça vous permettait de fuir, mais de fuir avec un beau statut. Gérard Haro a été nommé à la tête des plus grandes et prestigieuses ambassades à travers le monde. En 2013, j'arrive comme ambassadeur à Washington et donc, comme première interview, Vogue, la journaliste de Vogue me demande « Vous êtes gay ?» Et ma première réaction aurait pu être, en bon français, lui répondre « Non, c'est ma vie privée, ça ne vous regarde pas, mon conseiller de presse à côté de moi était apoplectique. » Et j'ai décidé que, non, j'allais répondre franchement en disant « Oui, je suis gay », comme si c'était quelque chose de tout à fait normal. Un acte militant pour Gérard Haro, qui est l'un des rares ambassadeurs à assister aux représentations officielles avec son mari. Et d'ailleurs, il y a une image assez amusante où, avec mon conjoint, nous sommes entourés d'un côté de Donald Trump avec son épouse et de l'autre, le président de la République avec son épouse également. Il y a les métiers refuges, et à l'inverse, il y a ceux où il est quasiment impossible d'être ouvertement gay. Le football professionnel, par exemple. Dans toutes les strates du football, j'ai perçu et j'ai ressenti de l'homophobie. Donc un joueur sur un terrain, un coup d'épaule un peu trop fort, il va se tourner, il va dire « Mais qu'est-ce que t'as fait, sale pédé ?» Le coach à la mi-temps qui va dire « Mais allez-y là-haut, vous jouez comme des tafioles, bougez-vous le cul ». Et même les vestiaires, c'était une source de stress pour moi. Fallait que, voilà, je me dise que le truc de sale pédé et tout, il te parle pas à toi, Wissam, il te parle pas à toi. Mais quand le match démarre et que tu commences à entendre des « Oh, il s'enculé, sale pédé », forcément, c'est dur ensuite de se dire « Je veux être sur le terrain » parce que tu sais que tu vas entendre des dizaines de milliers de personnes scander des chants homophobes. Il faut les tuer, ces pédés, il faut les tuer. Et franchement, à un moment donné, même si t'aimes le foot, tu te poses des questions, quoi. Donc à un moment donné, j'ai 20 ans, je suis footballeur professionnel, mais je suis surtout un garçon éteint et épuisé. Après toutes ces années dans le secteur du football, il fallait que je fasse un choix entre mon épanouissement personnel et ma carrière professionnelle.
Et en fait, moi, j'ai tristement arrêté ma carrière en mentant à tout le monde et en disant que je m'étais blessé gravement. Mais pour moi, la blessure, c'est la seule excuse que je pouvais donner à tout mon entourage pour que personne m'embête ou me dise mais non, continue, ou du moins me challenge sur ma décision d'arrêter. Encore les renoncements, les détours, les ruses et les mensonges. Alors que tout cela, c'est avant tout une histoire de sentiments, d'amour et de désir. Je suis en couple avec Lou depuis 4 ans et on vient d'acheter notre première maison pour la première fois à la campagne, dans le Poitou. Quand j'ai rencontré Lou, j'avais les cheveux courts et toi, t'avais les cheveux très longs. Et je n'ai pas du tout capté qu'elle était pas hétéro, qu'elle était lesbienne. J'avais même pas capté à tel point qu'elle me draguait ouvertement et que je ne comprenais pas. Toi, ça se voyait. Hein. Ça se voyait. À 10 km dans le noir. Parce que à ce moment-là, t'avais les cheveux courts, t'avais encore un peu les cheveux un peu en pétard. T'avais un piercing là, et des vêtements super amples, des couches et des couches. C'était rigolo. Non mais c'est vrai qu'on est vraiment nous-mêmes façonnés par ces clichés et c'est important de les déconstruire aussi pour pas passer à côté d'une belle histoire d'amour, quand même. L'une des rencontres les plus cryptées et les plus sensuelles entre deux femmes est celle de la musicienne Catherine Lara et de Denise Glaser, la présentatrice de l'émission Discorama à la fin des années 70. Il y a une chose que j'aimerais bien, c'est que on en revienne à des choses pas officielles du tout. Des choses pas officielles du tout. Elle non plus à l'époque n'avait pas les codes de la drague lesbienne. Chose, c'est merveilleux, je suis très consciente de ce qui arrive et c'est la folie, c'est la folie. Mais regardez bien la coudoir. Oui, c'est la folie, je sais. Et vous comprendrez mieux ce qui se joue entre elles. Je sais aussi que Bernard Grenier vous consacre, je crois ces jours-ci, Ah oui, une journée France Inter. Une journée entière. Ah oui, ça c'est formidable aussi. Oui. Vous savez, Catherine, un moment un peu hot. Je me souviens avec Denise dans l'émission. C'est vrai qu'il y a eu des instants qui étaient un peu hot, on va appeler ça. Mes amis me l'ont dit, ils m'ont dit, il y avait des moments où on était là, elle te dévorait des yeux, mais moi je le vivais pas comme ça. Mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir, même si de reine c'est pas trop accepté. Et tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir. Toi les rois tu t'en fous, c'est pas ce qui te plaît. Aujourd'hui encore, Lou et Léo s'amusent des malentendus qu'elles suscitent parfois dans l'espace public. Il y a toujours un premier réflexe de « Oh, il y a deux filles qui ont à peu près le même âge, qui n'ont pas l'air d'être de la même famille. » On voit dans leurs yeux, ils se disent « Même famille, non, pas même famille. Cousine, elles parlent de leur maison. C'est bizarre. » Et du coup, ils comprennent pas notre relation ensemble. Bonjour. 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 Tu te mets là? Ouais. Et ça, c'est toujours, enfin, on le sent, on le petit voit. moulin dans leurs yeux. Leur voiture? Mais ce sont des sœurs. Elles partagent une voiture. C'est des sœurs qui partagent une voiture. On part sur ça. Celui-là, il est cassé. Tu vois, c'est ça que je te disais. Ça, c'est vrai qu'en couple, on a tous appris à distinguer les lieux où il est possible d'avoir des moments de tendresse, comme ici, là, dans le bar, et ceux où il vaut mieux éviter de s'afficher. Que ce soit à la campagne ou que ce soit en ville, que ce soit à Paris, on se tient pas la main, on fait genre on est potes et on appréhende petit à petit le milieu dans lequel on est avant de montrer des signes d'affection. Une fois, on était dans la rue et on se tenait comme ça. Enfin, toi, tu me tenais comme ça. J'étais comme ça, genre. Et effectivement, il y a un gars qui est arrivé, qui a essayé de nous séparer en mettant sa main là et en essayant d'enlever la main. Enfin, séparez-vous, quoi. C'était très violent.
Ouais. Je crois que tu as eu un espèce de réflexe de pousser son bras. Ouais, j'ai eu un réflexe de le pousser, donc il n'y est pas arrivé, mais après on était vraiment pas bien. Donc c'est vraiment, ouais, il voulait pas nous voir ensemble. En 2013, l'année des débats sur le mariage pour tous, les actes homophobes ont augmenté de 78%. Les injures ou violences physiques sont en constante progression depuis. J'en ai partout. La période du mariage pour tous, à la fois, c'est, je trouve pour moi, le droit le plus symbolique qui donne l'égalité entre les hétéros et les homos. C'est que vous avez le droit d'être reconnu par la République comme un couple normal. Et à la fois, pour moi, c'est une période où tous les filtres ont sauté. C'est-à-dire que tous les propos les plus haineux ont pu ressortir. On avait l'impression que tout ça était terminé, qu'on était passé à autre chose, et en fait, pas du tout. Des agressions d'homos dans la rue, y compris dans Paris, centre de Paris, il y en a toutes les semaines. On en voit tout le temps. C'est encore aujourd'hui une réalité, et inconsciemment, on a quand même toujours cette peur. Ça m'est déjà arrivé une fois qu'on me crève mes pneus, je me suis posé toutes les questions du monde. J'ai vraiment fait une psychose là-dessus. Donc ouais, si on se retrouve dans le fin fond du ghetto, je vais pas prendre de risques inutiles. Et en général, je suis sorti avec des mecs aussi qui venaient un peu de mon milieu, donc qui savaient également où est-ce qu'on pouvait, où est-ce qu'on ne pouvait pas. C'est des choses qu'on n'a pas besoin de se dire, on le ressent. Il m'est arrivé un truc il y a pas très longtemps. J'étais avec mon compagnon, on était dans le taxi, et mais je pose ma tête sur son épaule et je lui embrasse le cou. Et le taxi nous a demandé d'arrêter. Et du coup, je lui ai dit, mais monsieur, vous auriez dit ça à un couple hétérosexuel vous leur auriez dit, ah, s'il vous plaît, arrêtez. Il me dit, mais vous n'êtes pas un couple hétérosexuel. Et je dis, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça me dit, bah, j'aime pas, je veux pas voir ça. Et je disais, mais monsieur, vous savez que c'est de l'homophobie et que c'est interdit en France. Hein. Vous pouvez aller au tribunal pour des phrases comme ça. C'est fou comme, encore aujourd'hui, les queers, les homos, les lesbiennes, enfin, on a peur dans l'espace public, alors qu'on est censé être protégé. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui encore le couple homosexuel dérange? Peut-être parce que l'acte sexuel en lui-même, entre deux personnes du même sexe, charrie autant de dégoût que de fantasmes. Les gens ne savent pas du tout ce qui se passe dans nos lits. Et du coup, il va y avoir de la part des hommes l'espèce de fantasme lesbien de ces deux femmes ensemble, est-ce que je peux vous rejoindre, vous voulez pas, vous avez pas une troisième place, enfin des choses qu'on dirait pas à un couple hétéro parce que il y a un homme déjà, donc on dirait pas forcément ça. Il y a plein de gens aussi qui nous demandent mais concrètement ça ressemble à quoi? Angèle, elle, est bisexuelle. Elle aime les femmes et les hommes. Et les pianos. Ah, et les chiffres aussi. Moi, j'avais la position de celle qui avait quitté les hommes pour une femme. Donc, c'était la trahison ultime et c'était beaucoup de questions, en fait, très, très indiscrètes qu'on ne posait pas quand j'étais hétéro. Et ça, c'est juste ça en dit long. Et effectivement, des remarques de mecs, beaucoup, essentiellement des remarques de mecs qui disent que c'est du gâchis. Aussi, beaucoup de mecs qui pensent que, ils peuvent venir, quoi. Ça, c'est un peu un classique. Je me suis déjà pris pas mal de remarques, comme quoi c'était du gâchis, que je sois attirée par les femmes aussi, que c'est vraiment dommage, que c'est juste parce que j'avais pas trouvé l'homme qu'il me fallait, j'avais pas trouvé l'homme qui me ferait changer d'orientation sexuelle, et que voilà, j'avais pas eu le bonhomme dans ma vie, et que grâce à eux, peut-être, je pourrais changer. C'est vrai que les lesbiennes perturbent souvent les hommes. Peut-être parce qu'ils ont du mal à concevoir qu'une femme puisse s'épanouir sexuellement sans eux. Patronne du mythique club lesbien le Katmandou,
Élula Perrin était une figure de la nuit lesbienne parisienne. L'une des premières à témoigner à la télévision française en 1977. J'ai vu pendant des années et des années des hommes me dire au cours des années « Mais évidemment, vous êtes lesbienne, vous n'avez connu qu'un homme, mais vous a raté. » Excusez-moi l'expression, mais c'est l'expression que les hommes emploient souvent. Si vous aviez continué vos expériences, sous-entendu d'ailleurs, si vous m'aviez essayé moi, n'est-ce pas? Bon, jusqu'à quel point et quelle est, à votre avis, la quantité d'hommes qu'il faut qu'une femme qui se sente vraiment lesbienne essaye pour arriver à se déterminer vraiment comme lesbienne? Ça dépend de vos loisirs et de votre tempérament, ça, madame. Franchement. Écoutez, on ne peut pas certainement pas une seule expérience. Vous Alors, l'avez c'est dit 2, vous-même. c'est 3, c'est 4, c'est 5. On ne donne pas de chiffres. Mais dans donnez ces un cas-là. chiffre, monsieur Amoroso. Bien sûr. Pourquoi pas un En seul? tout cas, pas un seul. Une des premières questions des personnes hétéros, c'est du coup qui fait l'homme et qui fait la femme. Ben, l'idée justement d'être lesbienne, c'est que personne ne fait l'homme. Enfin, c'est l'idée. Voilà, on m'a dit plusieurs fois justement, bah, c'est ta copine, vu qu'elle est plus masculine que toi quand même, qui fait l'homme, et toi, t'es plus la femme. Il n'y a qu'un seul modèle, c'est l'homme et la femme. Donc il faut qu'ils soient reproduits dans le couple homosexuel. C'est la même chose pour les garçons. Combien de fois vous n'aurez pas entendu, il y a un actif et un passif, ce qui est une débilité. L'autre débilité qui colle à la peau des hommes gays, c'est le cliché de l'hypersexualité. D'une vie dissolue où l'alcool, la drogue et la sexualité se mélangeraient sans mesure. J'ai souvent entendu ce pseudo-cliché où les homos, c'est un peu des animaux. Genre, ils pensent cocu, mais pas du tout. Et mais moi, je me rappelle, on était à Londres et il y a des potes, donc après que je leur ai dit que j'étais gay, je leur ai dit, bah, écoutez, moi, je vais en boîte hétéro avec vous, venez en boîte gay avec moi, tu vois. Et mes potes hétéros commençaient à me dire, oh là là, moi, je vais longer les murs, j'ai peur que tout le monde me saute dessus et tout. Moi, je disais rien, je restais silencieux parce que je savais que, tu vois, c'est pas c'est pas le zoo et la boucherie qui pensaient que c'était. Et en fait, on arrive en boîte et personne ne les calcule. Et personne ne vient les aborder, mais limite, blessure un peu au niveau de l'ego, tu vois. Ils se sont dit, oh, quand même, personne vient me parler, pourquoi? Et ça, je pense que ça m'a fait plaisir d'avoir l'occasion de les aider à déconstruire un peu ces idées reçues, où tu penses que quand tu rentres en boîte gay, bah, t'es un bout de viande et tout le monde va te sauter dessus. Mais j'en reviens au fait que non, les homos sont aussi des êtres humains qui ont des goûts. Mes potes, quand je leur avais annoncé que j'étais gay, ils m'ont posé des questions pour essayer de savoir s'ils me plaisaient, si j'avais déjà rêvé d'eux. Moi, je vais être cash, je vais être direct. Vous me plaisez pas du tout, donc c'est pas parce que j'aime les garçons que je vais être attiré par vous. J'ai des standards et vous n'en faites pas partie. Je pense que dans les yeux d'une personne qui est foncièrement homophobe ou qui l'est même ne serait-ce qu'un tout petit peu, tout de suite, il va associer homosexuel directement à la sexualité et à deux hommes qui couchent ensemble et pas forcément à tout ce qu'il peut y avoir à côté, en fait. La notion d'amour, la notion de tendresse, tout ça, je pense que ça rentre pas vraiment dans son esprit parce que, comme c'est quelque chose qu'ils comprennent pas, bah, la seule chose qu'ils arrivent à comprendre, c'est la partie sexuelle et du coup, il y a vraiment ce focus là-dessus. En fait, les hommes gays sont pas des personnes qui font que coucher dans des caves sombres à droite à gauche, non, on vit une vie comme tout le monde et on est amoureux comme tout le monde et voilà, il y a beaucoup de personnes gays qui vivent en couple depuis une vingtaine d'années, qui vivent leur vie mais comme n'importe qui. Je regarde si tu me suis bien. Des fois que tu tombes dans le ravin. Je suis comme je peux. Bah, je vous présente mon mari. Ça fait 14 ans qu'on est mariés. Moi, je vis la vie tous les jours, tous les matins ou tous les soirs quand je me couche. Je dis, je suis heureux. Mais c'est pas possible. Je savais même pas que ça pouvait exister d'être heureux à ce point. Aujourd'hui, je suis très bien avec moi, avec mon orientation sexuelle, avec qui je suis, avec qui j'aime. Et je changerai pas ça du tout. Enfin, je suis très fière d'avoir fait le parcours, d'avoir eu le parcours que j'ai. Être gay, ça m'a apporté beaucoup de courage. Ça m'a apporté beaucoup de détermination en fait pour quitter mon milieu. Ça m'a apporté aussi une grande ouverture d'esprit, je pense, sur plein de sujets. Qu'est-ce que ça m'a apporté d'être lesbienne? Je dirais presque tout. Je pense que si j'ai écrit les livres que j'ai écrits, c'est grâce à ça. Je pense que si je suis professeur aux États-Unis, c'est grâce à ça. C'est ma vie, hein, tout simplement. Tout simplement.
Aujourd'hui, oui, je suis un peu plus rassuré, serein, plus serein surtout. Et je suis heureux comme je suis et pour un monde, je changerai. Je pense que, étant donné mon éducation, étant donné aussi ma personnalité, j'aurais sans doute été, si je n'avais pas été homosexuel, sans doute été quelqu'un d'assez puant, assez insupportable. Insupportable dans ses assurances à la fois intellectuelles et sociales. D'un certain point de vue, je suis assez reconnaissant à notre Seigneur de m'avoir créé ainsi. Mon homosexualité, c'est la pire et la meilleure chose qui me soit arrivée dans ma vie, parce que même si ça a été à l'origine de beaucoup de problèmes que j'ai vécu, que j'aurais pas vécu si j'avais été hétéro, en même temps, ça m'a ouvert les portes sur tellement de choses et ça m'a rendu tellement plus fort. C'est important aussi des fois de se dire, bon, il y a 20 ans, on n'avait pas le droit de se marier, on n'avait pas le droit d'avoir des enfants. Prenons le positif aussi dans le fait qu'aujourd'hui on ait le droit et ça rend vachement heureux en fait de pouvoir le dire librement et d'être accepté comme on est. Un jour, j'aimerais amener un mec à la mairie, on sera bien habillé, il y aura tous mes proches. C'est un rêve de petit garçon que j'ai depuis toujours, ça, j'en ai aucune honte. Je me dis plus que j'aimerais bien avoir un petit Wissem qui joue au foot, tu vois. Là, je me régalerais à me dire, tu vois, on va le former, etc. Je me vois dans une petite maison de campagne, tranquillement, près d'un ruisseau, avec un chien, 1 ou 2 enfants. Des petites choses simples de la vie, des petites choses simples finalement. Une petite vie de campagnard. Ah, la campagne, les tomates, les brugnons, les composts. Je me suis égaré là. En tout cas, nous, le bonheur, on y est prêt.